Salut à tous, on se retrouve pour la suite et fin de mon bilan lecture du Black November. Alors, la dernière fois que je vous avais laissé pour mon bilan concernant mes lectures du challenge, on était resté sur la catégorie lire un thriller judiciaire ou tiré d'un fait réel. Et donc, je vais vous parler d'un manga. Malheureusement, j'avais attendu parce que déjà la vidéo était très longue. Et en plus, j'attendais d'avoir lu le dernier tome, il y en a 4. Pour pouvoir vous en parler en ayant lu l'œuvre intégrale. Manque de bol, j'ai toujours pas reçu. Donc je ne pourrais vous présenter que les 3 premiers tomes, donc c'est 17 ans, une chronique du mal. Donc au scénario c'est Seiji Fuji et au dessin c'est Yoji Kamata. Donc le tome 1, je vous le montre comme ça je regarderai qu'un en main après. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4 qui se fait attendre. Alors ici, c'est encore une histoire assez dure, hein, encore une fois. Donc quand l'histoire débute, on suit 2 jeunes qui se font agresser par une bande de jeunes voyous. Et au dernier moment, ils sont secourus par un mec assez balèze, assez grand, assez carré. Et la bande justement qui effraie les 2 jeunes hommes se sauve. Et donc ils remercient le mec qui les a sauvés. Ce mec-là, en fait, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est assez mal vu. C'est une sorte de truand, vous savez, je sais pas trop. Ouais, à l'école, il a quand même une réputation pas très bonne. Et en plus, on le soupçonne. Il y a des rumeurs qui disent qu'il fricoterait avec des yakuza en plus. Mais finalement, les 2 jeunes sont pris sous son aile. Ils commencent du coup à traîner avec lui et à faire les 400 coups et pas forcément les bons coups. Parce que là où au début, ils ont été sauvés parce qu'ils étaient agressés par des truands, des voyous, il se passe la même chose mais dans l'autre sens. C'est eux maintenant qui agressent tout le monde parce qu'ils sont autour de l'aura de ce grand monsieur et ils disent on peut faire ce qu'on veut. Jusqu'au soir où du coup les 2 jeunes, je crois que c'est Hiroki le garçon il me semble si je vous dis pas de bêtises. Ça me gêne quand même de pas avoir son prénom. Attendez, je vais regarder. C'est ça, Hiroki. Donc Hiroki traîne avec tous ces jeunes, donc il est avec son pote et puis la bande de l'autre gars. Ils traînent dans les rues et ils se disent on va aller dans cette grande, alors je sais plus si c'est dans un quartier un peu réputé où il y a plein de filles, dont des lycéennes qui rentrent, qui se promènent et tout ça. Donc ils essayent d'en accoster une. La fille sent qu'il y a quelque chose de chelou, elle se barre. Donc ils se mettent en place un autre stratagème et ils disent on va faire autrement. Donc il y a un des jeunes qui descend de voiture, qui se fait passer pour un agresseur auprès d'une des filles. Et cette fille-là du coup prend peur. Eux du coup reviennent avec leur voiture. Et ce qu'ils font, ils disent bah viens avec nous, on va te protéger, on va te ramener chez toi. La gamine monte en voiture, manque de bol, elle se rend pas compte qu'il y avait un canular entre guillemets derrière. Elle les suit, elle va se rendre compte au bout d'un moment que les mecs ils sont en train de plus ou moins de l'enlever. Ils s'arrêtent dans un espèce d'entrepôt, la fille se sauve. Et là, il y a Hiroki qui la cherche dans l'entrepôt avec les autres. Faut pas qu'il la laisse partir, hein, ils veulent s'amuser. Hein, vous m'avez compris. Et du coup, il la retrouve. Et il hésite pendant un court instant. Il se dit, je fais quoi? Je la laisse partir et se sauver. Je le dis au mec. Mais il a tellement peur de ce mec-là, qui est vachement charismatique et qui est très menaçant. T'as pas envie de rigoler avec ce mec-là, quoi. Et du coup, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il la dénonce, ils arrêtent la gamine et ils l'enferment dans la chambre d'un des gars. Et je ne vous en dirai pas plus, donc c'est là que va commencer le cauchemar pour cette jeune fille. À côté de ça, cette jeune fille, elle a une sœur jumelle qui s'appelle... Vous savez, j'ai retrouvé les noms. Donc la jeune fille qui a été enlevée s'appelle Sachiko, c'est la bande de Miyamoto, donc le grand méchant c'est Miyamoto. Et sa sœur jumelle, c'est Miki. Donc Miki, au bout d'un moment, elle va se rendre compte qu'elle n'a pas de nouvelles de sa sœur et elle va commencer à mener l'enquête de son côté parce que pour elle, ça pue. Il y a un truc de bizarre. Je m'arrêterai là, je vous ai raconté peut-être un quart du premier manga. Donc ici, cette histoire-là, en fait, elle est romancée, mais elle est basée sur des faits réels qui concernent Junko Furuta. C'est une jeune fille qui a été enlevée, séquestrée et qui a subi des atrocités à la fin des années 80 par des japonais. Alors moi personnellement, c'est un conseil, je suis allé voir pour comparer avec l'œuvre originale sur Wikipédia. Si vous êtes sensible, n'y allez pas, hein, parce qu'il y a vraiment des détails. Et ce qu'a vécu cette fille, c'est assez atroce. Donc ce qu'il y a dans le manga, on va voir certaines tortures, mais on va surtout les suggérer. On va pas vous montrer dans le détail, parce qu'on n'est pas dans le vice, on n'est pas dans le... Voilà. C'est pas comme un roman, en plus l'image va être beaucoup plus parlante. Donc de ce côté-là, si vous voulez quelque chose d'un peu noir, mais qui... Après, je dis pas, après c'est la sensibilité de chacun. Moi, je trouve que ça allait déjà mieux là-dedans, parce qu'une image est tellement parlante qu'il n'y a pas besoin d'aller rentrer dans le détail comme pour un livre quelque part.
Ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de... Vous savez, de limitation d'âge sur le livre, que ça reste assez dur. Et il y a un côté que j'ai bien aimé, où on va suivre du coup le jeune Hiroki là, qui est dans le cul entre deux chaises, si j'ose dire, et qui sait pas, qui vit très mal le fait que la fille est séquestrée, qu'elle va commencer à subir des tortures. Et d'un autre côté, il a tellement peur de Miyamoto, donc il n'ose pas se retourner contre lui. Donc il se retrouve entre les deux, vous savez, et puis là, ça va être sa conscience qui va lui jouer des tours. Mais après, il est jeune, il a 17 ans, donc il est très influençable. Et par moments, il va faire des trucs qu'il ne devrait pas faire, mais il les fait juste pour être bien vu par l'entourage. Pour vous donner un exemple, il a son meilleur pote à un moment qui va être là, parce qu'au moment où il va enlever la fille, son meilleur pote n'est pas avec lui. Je vous ai dit une bêtise d'ailleurs, ça me revient. Et du coup, après, il va vouloir montrer à son meilleur pote qu'ils ont enlevé une fille. Mais devant son meilleur pote, il va se montrer très dur, alors que c'est pas ce qui se ressent à la fin. Et enfin, c'était assez... Il y a un côté très psychologique, je trouve, dans ce roman. Moi, je tiens à souligner quand même que Naban Édition, parce que c'est chez Naban Édition, ils sortent quand même des mangas assez singuliers. Je trouve que ça change de ce qu'on peut voir dans le commerce en général, dans les grandes surfaces ou même dans les commerces comme Cultura ou la Fnac. Là, on va quand même sur un truc un peu différent. C'est vrai que les mangas, en général, on voit tout de suite un truc avec un héros, machin, de l'imaginaire. Alors que là, on est ancré dans quelque chose de réel, quelque chose d'assez noir. Et je trouve ça bien que Naban Édition se lance dans ce genre d'édition. Et qui sortent des trucs qui sortent des sentiers battus. À l'heure actuelle, je sais toujours pas la fin. J'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. En plus, ça s'étend pas sur des dizaines et dizaines de tomes, donc ça reste assez concentré au niveau de l'histoire. Moi, je me suis pas ennuyé. Il y a cette forte envie que la fille soit sauvée. Et là, moi, je peux vous dire qu'à la fin du tome 3, je ne sais toujours pas ce qu'il en est. Et le fait qu'on a envie de squeeze ce jeune homme là, Hiroki, parce qu'il sait pas ce qu'il fait, qui a sa sœur, on a aussi peur pour elle, parce que Miki, elle va absolument retrouver sa sœur, elle ne sait pas trop où elle est, elle sait pas comment chercher. Alors le dessin est sympa, je trouve pas qu'il soit très extraordinaire, dans le sens où il reste assez commun, je vois pas en quoi, je peux vous montrer, il y a même des pages couleurs au début. Je me rappelle plus qu'il y avait des pages couleurs. Bah, vous avez une petite page couleur ici, c'est la première page du tome. Après, ça reste bien dessiné, hein, ça reste sympathique. Hein. Mais je sais pas si le trait, vous voyez, ça reste assez sympa. Il y a quand même une tension qui est là, on veut quand même un certain attachement au personnage. Ça reste une série de mangas plutôt pas mal, et en plus, vous voyez, si vous voulez la faire, il n'y aura que 4 tomes. Moi, j'ai hâte de connaître la fin quand même. Et voilà. Et il faut soutenir Naban Édition qui franchement, c'est une petite maison d'édition qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Ils ont quand même le courage de sortir des titres qu'on ne voit pas partout. Je vous dis qu'ils sortent des sentiers battus, qui amènent une certaine originalité dans le manga. Ensuite, l'avant-dernière consigne, c'était lire un thriller issu d'une saga. Donc moi j'ai commencé, et attention, là ça va commencer à partir où je vous préviens. Le Black November, autant la première partie que je vous ai faite était plutôt pas mal. J'ai passé un bon moment, j'ai eu d'ailleurs un super coup de cœur dont je vous ai parlé. Par contre, cette deuxième partie, ça va plus être... Pour les sagas, j'ai commencé par Brigitte Aubert, La Mort des Neiges. Donc c'est la suite directe de La Mort des Bois, dont je vous avais parlé dernièrement dans mes coups de cœur de l'année dernière. Donc on reprend les mêmes personnages et dès le début du roman, on comprend que ça suit... Après, attention, hein, vous poussez des one-shots, hein, c'est des sagas policières, donc un tome, une enquête. Hein. Donc ici on reprend directement après La Mort des Bois, on retrouve Élise Andriolive qui était handicapée et qui pouvait bouger que l'index, avec sa fameuse aide malade. Il y a une dame qui l'accompagne au quotidien pour l'aider à subvenir à ses besoins vitaux et tout le reste, pour l'aider à manger, l'aider à s'habiller, tout ça, parce que Élise n'en est pas capable, qui s'appelle Yvette, et elles partent toutes les deux en convalescence dans une station de ski des Alpes. Et arrivée là-bas, Élise, elle va recevoir un étrange paquet. Alors elle sait pas trop, il y a une personne qui l'accoste, qui lui pose un paquet en lui disant qu'il l'apprécie beaucoup. Elle comprend pas trop, et en fait en ouvrant le paquet, elle se rend compte que c'est un morceau de viande crue. C'est 2 steaks. Comprennent pas. Les jours passent et le fameux admirateur revient en lui disant qu'il l'apprécie beaucoup parce qu'Élise a développé une certaine popularité suite à La Mort des Bois, donc je vous parle pas, je vais pas vous spoiler. Et du coup, c'est tout. Et elle commence à trouver ça bizarre. Et entre temps, il y a un meurtre qui est commis. Il y a une fille, je crois, qui est crucifiée. Hein. Voilà, une jeune fille qui est retrouvée morte et crucifiée. Donc,
il y a tout un petit truc, un mystère qui commence à s'installer et Élise va plus ou moins enquêter, la police va lui demander son avis et tout ça, suite à la réputation qu'elle s'est faite avec la mort des bois. Pour le résumer, je m'arrête là. J'ai des copines qui m'ont dit « Laurent, t'adorais la mort des bois, ne lis pas la mort des neiges ». Moi j'ai fait quoi? Bah moi j'ai fait ça. Comment? Là, mais je vais me faire mon avis, j'y vais. Ouais. Bah t'aurais dû les écouter. Écoutez, j'ai détesté. Autant la mort des bois, j'ai adoré que celui-là, mais j'ai rien aimé en fait. Parce qu'elle a voulu... Alors je sais pas si ça vient d'elle, si c'est une commande, je sais pas si c'est les éditions qui ont voulu surfer sur le succès du premier, qui ont voulu qu'elle continue à nous faire vivre les aventures de Élise, mais je trouve qu'Élise, c'est un personnage qui est tellement hors du commun quand même, elle a réussi à créer un personnage et une histoire autour assez singulière, que faire une suite, je trouve que déjà l'idée elle était un peu bancale. Et au final, ça marche pas du tout quoi. Parce que dans le premier, vous verrez dans La Mort des Bois, Élise, on suit ses pensées à Élise parce qu'elle peut pas parler, elle est muette, vu que ses conditions de ce qu'elle a subi. Mais elle avait un certain humour avec elle-même et avec les autres. Il y a des moments où on se surprenait à sourire. C'est vrai qu'elle en faisait pas un personnage, vous savez, qu'attendait avec la mort quoi. Pourtant, elle a des moments où elle va basculer, elle va pas aller bien, mais elle essaye quand même de sourire à la vie malgré tout et tout ça. Et dans le 2, elle a voulu refaire pareil, mais je trouve qu'elle en fait trop. Élise, elle devient limite comique, et enfin, c'est plus drôle. Yvette, dans le premier, qui était un peu... c'est une dame assez âgée, qui s'occupe d'Élise, qui veut toujours bien faire pour elle, et Yvette, elle est un peu encombrante, vous savez, un peu trop présente, elle peut être chiante, on va être honnête. Mais là, c'était pas possible, quoi. Yvette, elle devient insupportable. Et puis au début, autant ils sont dans un lieu toutes les deux dans un chalet, et très vite ils vont aller rejoindre une espèce de maison de repos, ou une maison d'handicapés, ou je ne sais plus exactement. Et il va y avoir énormément de personnages, mais alors beaucoup trop. Il y a trop de personnages, moi j'ai pas retenu qui faisait qui. Et j'ai pas compris qu'il y ait une galerie aussi importante de personnages. En plus on les connaît sans les connaître, parce qu'on suit tout du regard de Élise. Donc du coup on ne sait pas à quoi ils ressemblent les personnages. Parce qu'on ne les décrit pas, du coup on les reconnaît à la voix, où Élise va nous dire tenez c'est un tel qui parle. Donc on va tous la reconnaître par leur handicap. Et je sais pas, il n'y a rien calé. Il va continuer à y avoir des crimes, Élise, enfin il y a des trucs... Pour vous donner une scène, un exemple qui moi m'a semblé mais complètement surréaliste, encore une fois c'est moi, il se passe un meurtre. Les flics débarquent, parce qu'on va voir les flics revenir plusieurs fois, et puis déjà ils vont demander l'avis d'Élise. C'est pas parce qu'Élise elle a résolu un truc que ça y est, c'est Super Jamie quoi. Et ils vont se dire, mais c'est bizarre, le meurtrier il a réussi à tuer telle personne, mais comment il a pu partir puisque tout le monde était présent dans le lieu quoi. Et c'est Élise qui va dire, non mais en fait dans cette pièce là il y a une cheminée, il aurait pu passer par là. Élise elle est aveugle. Ok, elle doit reconnaître les lieux, elle doit faire travailler ses autres sens pour pouvoir circuler avec son fauteuil, je suis d'accord. Mais la cheminée, je pense que ça va plus traverser l'esprit de quelqu'un qui est voyant que de Élise. Il n'y en a pas un qui percute, c'est Élise qui le voit. Non, moi ça m'a trouvé... Là tu vois, ça marche pas. Et alors à la fin, quand j'ai lu la fin, quand on sait le pourquoi du comment, alors j'ai déjà souffert tout le long de ma lecture hein, déjà, parce qu'il n'est pas très long, 330 pages, mais alors j'ai mis je sais pas quoi, plusieurs jours à le lire. Hein. Et quand on arrive à la révélation finale, écoutez, j'ai posé mon livre et je vous mens pas, je me suis dit mais c'est une blague. C'est une blague. Il n'y a rien de crédible. C'est pas crédible du tout. Au final, moi je dirais qu'autant La Mort des Bois était bien, La Mort des Neiges, on a voulu en faire trop. J'ai l'impression que c'était une parodie du roman d'origine. Enfin, j'ai rien aimé, mais rien du tout. Peut-être les 10 premières pages où je retrouvais un petit peu l'humour d'Élise, un peu pince sans... Elle avait ce côté, oui, un peu pince sans rire, un peu... Elle se moque des gens, les gens n'entendent pas, il n'y a que nous qui nous en rendions compte, puisque c'est dans ses pensées. Enfin, il y a des trucs plutôt sympathiques, mais très vite c'est devenu lourdingue. Très vite, je trouve que c'est devenu compliqué. Et alors, compliqué, c'est peut-être moi aussi qui m'intéressait pas. Mais alors à la fin, je l'ai lu jusqu'au bout parce qu'en même temps je faisais un challenge pour 5000 pages. Fallait lire 5000 pages au mois. J'ai raté, un spoiler, j'ai raté le challenge. Enfin bref. Et alors, en même temps, quand vous enchaînez les livres que vous aimez pas, c'est assez compliqué. Et je tourne à les pages. On va arriver à la fin, puis c'est tout quoi. Mais et je pensais que la fin allait rattraper le truc, mais en même temps j'étais même pas dans l'enquête, je m'en fous, ils pouvaient tous mourir, exploser d'un seul coup avec une bombe en plein milieu du lieu, je m'en fichais. Donc lisez La Mort des Bois, ne lisez pas La Mort des Neiges. Alors il reste un 3e tome à cette saga, La Mort au Festival de Cannes. Vais-je le lire? Spoiler, non je ne le lirai pas. Non je m'arrête là, c'était mauvais. Enfin, c'était mauvais, j'aime pas dire ça pour un livre parce que je suis qui pour juger.
Mais j'ai pas aimé du tout et je suis pas le seul, j'ai été voir les critiques sur internet, personne n'a aimé ce livre. Et en deuxième livre, j'ai choisi Dr. Sleep de Stephen King. Pardon, j'ai pas aimé non plus. Je vous dis, on arrive au stade où j'aime plus rien. Le Schtroumpf-Gognon et il m'a possédé du corps. Il n'y a que ça qui est possible. Moi, je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc celui-là, Dr. Sleep, c'est la suite directe de Shining. Alors ceux qui n'ont pas lu Shining et qui veulent lire Shining et qui ne veulent pas de spoil, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les spoils, ben regardez pas ma vidéo, quoi. Je dis partez tout de suite, parce que sinon ça va être compliqué. Je vais pas résumer vraiment l'histoire, parce que... Enfin, c'est la suite de Dr. Sleep. C'est la suite de Shining, donc on suit le petit Danny Torrance qui va grandir. Et le principal souci qu'a Danny en grandissant, c'est qu'il est devenu comme son père, alcoolique. En gros, pour les résumer, c'est ça. Ensuite, il va rencontrer une autre jeune fille qui s'appelle Abra et qui a les mêmes pouvoirs que lui. Je n'en dirai pas plus, parce qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus si vous n'avez pas lu Shining. En gros, au début, moi j'ai bien aimé tout ce qui était prologue. Pourquoi? Parce que ça suit directement la fin de Shining, donc on retrouve le petit Danny quand il est petit, donc j'étais familier à tout cet univers, et après, c'est là que ça a commencé un petit peu à coincer. C'est qu'on va suivre Danny, donc Danny il a grandi, Danny il est alcoolique, enfin... On va le suivre dans ses turpitudes. Il y a une raison à ce que Danny force sur la boisson. C'est qu'en fait, ça l'anesthésie plus ou moins, et du coup, comme il porte le Shining comme un fardeau, donc son don, il en pleut vraiment plus, et il n'y a que quand il boit de l'alcool qu'en fait que ses visions s'arrêtent, qu'il a moins à subir ce don qu'il n'arrive pas à contrôler, et du coup en voulant juste boire pour anesthésier la chose, bah, il est devenu un peu dépendant de l'alcool, quoi. Jusqu'au jour où il décide de reprendre sa vie en main, il va prendre un bus, il va changer de lieu de vie, et là il va commencer à travailler pour un hôpital, une maison de repos je crois, ou une maison de retraite, je sais plus. Et là, il va travailler là-dedans, dans le médical, et son don va lui servir. Je ne vous dis pas pourquoi, vous verrez bien. À côté de ça, on va suivre la petite Abra. La petite Abra, elle a exactement les mêmes pouvoirs que Danny. Et ils vont finir par se rencontrer, pareil, je ne vous dis pas comment. Et la troisième chose qu'il y a, c'est qu'on va suivre une équipe de gens du voyage, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop exactement. Donc ils sont en caravane, hein, donc c'est tout simple. Et eux, ce qu'ils font, c'est que... je vous le dis pour vous expliquer pourquoi après. Ils sont en recherche des personnes qui ont le don, mais de façon assez forte, pour leur voler, sous forme de, ils appellent ça la vapeur. Ils cherchent les gens qui ont un don, ils les tuent et ils se nourrissent de leur don. En gros, c'est ça. Le problème que j'ai eu avec ce roman, c'est qu'à partir du moment où le côté fantastique est arrivé, donc avec cette histoire de gens du voyage, moi j'ai décroché complet, j'ai pu adhérer du tout. J'ai pas aimé cette dimension-là fantastique. Je trouve qu'elle se justifiait dans Shining et je trouvais qu'elle se justifiait absolument pas ici. Je trouvais que vous aviez les personnages, donc Danny et Abra, et de côté vous avez les gens du voyage, et j'ai trouvé que ça s'est jamais combiné ensemble en fait. J'ai jamais réussi à adhérer. Du coup après c'est parti, je suis parti sur un postulat un peu négatif. Derrière, du coup, j'arrivais pas à m'intéresser, arrivé à 300 pages, je fais ça décolle quand, là, il se passe rien, enfin... Mais après c'est tout, une fois que j'étais braqué, c'était foutu, hein. Je l'ai lu jusqu'à la fin, hein, attention, hein. Parce que c'est quand même un bon bébé, hein. Il fait quand même 740 pages. Autant dans Shining, il y a l'histoire de l'Overlook qui est hanté, mais les fantômes qui sont présents dans l'Overlook, c'est un peu une métaphore des démons de Jack, des peurs de Danny, et également des peurs aussi de Wendy, qui a peur que son couple vole en éclats, que son mari fasse du mal à son gamin, qui retombe dans l'alcool et qu'à elle aussi lui fasse du mal. Enfin, il y avait tout ce truc-là, donc je comprenais, tout s'imbriquait bien. Là, je trouve que l'histoire des gens du voyage, elle ne s'imbrique jamais avec le reste, mais jamais. Et là, en plus, je peux pas tout vous dire pourquoi, mais non, je trouvais que le côté fantastique était beaucoup trop présent. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Danny, il a ses dons. Oui, mais c'est sur une autre avec cette histoire de vapeur, enfin bref, ça part sur un truc, j'ai pas adhéré du tout. J'ai pas plus d'arguments que ça, c'est qu'à partir du moment où ça a bloqué, c'était terminé pour moi. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais j'ai souffert. Alors le personnage de Danny est super attachant, ce qu'ils en ont fait, moi j'ai bien aimé, je vais pas dire le contraire. Le personnage d'Abra aussi, on va découvrir comment elle gère ses dons et tout ça, donc c'était vraiment intéressant. En plus... c'est pas le même contexte. Danny a grandi dans une famille assez dysfonctionnelle, avec sa mère, son père alcoolique. Là, Abra, elle grandit dans une famille où tout se passe bien. Donc c'était sympa de voir ce parallèle entre les deux personnages et de voir comment ils évoluent, justement. Mais alors, l'histoire fantastique à côté, j'ai pas aimé. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe entre moi et Stephen en ce moment. Steven, pardon. Entre moi et Stephen King. Je ne sais pas ce qui se passe.
J'ai lu Le Fléau au mois d'août. Au tome 2, je suis sorti très mitigé. Je vous en ai déjà parlé. Salem, que j'avais décidé de lire, je l'ai laissé tomber parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Et là, j'ai dit Dr. Sleep, la suite de Shining, que j'ai surkiffé. Je dis, ça va le faire. Je dis, ça va le faire. Eh ben non. Non, et j'ai forcé jusqu'au bout. Hein. Et je peux vous dire que quand vous lisez un livre que vous aimez pas, c'est chaud. Hein. Alors je me disais, lis 100 pages par jour, Laurent. Lis 100 pages, lis 100 pages. Oh là là, la tannée. Enfin, j'ai pas adhéré. C'est tout, hein. Je vais pas m'excuser. Hein. Ça a plu à d'autres. J'ai vu que les copains et les copines, il y en a plein qui ont aimé. Moi, j'ai pas aimé. Tant pis. Hein. C'est mon choix, c'est comme ça. Et du coup, dans la consigne lire un thriller issu d'une saga, j'ai décidé d'y mettre Denjin N. Donc encore un manga, donc c'est chez Pika Édition. Au scénario c'est Yuku Raishi et au dessin c'est Kazu Inabe. Donc une petite série qui vient de sortir. Alors moi je l'ai prise parce que je les connais, parce qu'ils ont déjà fait 2 séries, attendez je triche. 2 séries qui sont Fortress of Apocalypse, qui parlent de zombies, et Starving Anonymous. Les 2 étaient bien. Ces 2 autres séries, attendez je vais vous les montrer. J'ai bien aimé ces séries-là. Le seul problème que j'ai avec ces auteurs-là, c'est qu'ils savent pas faire leur fin. Moi, l'un comme l'autre série, j'adorais, j'aime pas les fins, ça part en what the fuck à la fin, ils partent dans un délire, là, enfin c'est n'importe quoi. Enfin bref, je retente, ce premier tome est excellent, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre Nazu. Nazu, c'est un jeune homme qui est un peu la loose. Il travaille dans un supermarché où son patron il se fout un peu de sa gueule, il va fumer une clope avec les employés pendant que Nasu il est comme un con derrière sa caisse et qu'il y a trop de monde et que personne vient l'aider. Nasu il travaille parce que sa mère elle en branle pas une, sa mère elle est chez elle, elle est alcoolique. Et elle n'attend qu'une chose, que ce gamin travaille pour gagner de la thune pour lui payer de la boisson. Et quand il ne le fait pas, elle lui vole du fric. Donc Nasu il en a marre, il sait qu'il est dans un environnement qui est pas très sain. À côté de ça, Nazu, il est à l'école avec une fille qui est devenue par la suite... Alors attendez, est-ce que j'ai le nom de la fille? Misaki. Et Misaki, je crois qu'elle était, si je vous dis pas de bêtises, elle était à l'école avec lui. Et c'est devenu une petite idole. Ils prennent un groupe de filles, c'est un casting qui est fait, et il faut en faire un succès commercial en fait. En gros, ça va être ça, je le caricature, mais... En gros, c'est ça. Et elle fait partie d'un groupe d'idoles qui marche pas vraiment. Mais Nazu, lui, il est super fan. Il est vraiment fan d'elle. Jusqu'au jour où Nazu rentre chez lui, il est excédé, il est énervé, il met son casque sur les oreilles pour écouter la musique. Il se prend un coup de jus, et il se réveille, il est dématérialisé, si je puis dire, dans le système informatique. Et à partir de ce moment-là, Nasu il peut faire ce qu'il veut, parce qu'il peut circuler comme il veut dans tout le circuit électrique, mais pas juste chez lui, dans le monde entier. Il peut tout contrôler. Donc pour la première partie du manga, ça va être ça. Et comme Nasu, vous vous en doutez bien, il va vouloir se venger. Et il va vouloir protéger la petite Misaki du coup, qui a du mal à être populaire, à avoir du succès, et du jour au lendemain, il va se passer des trucs bizarres quand ils diffusent un clip du groupe d'idoles, et ils ont des vues qui explosent, et ils comprennent pas pourquoi, puisque de toute façon, à la base, ça marchait pas leur groupe. Comment du jour au lendemain, ils ont des millions de vues. Et ça va commencer comme ça, donc il va y avoir plein de meurtres. Les flics vont pas comprendre pourquoi les gens meurent, et du coup, il va embaucher 2 espèces d'enquêteurs. Ça m'a d'ailleurs, le clin d'œil, moi, il m'a beaucoup fait penser à Death Note. Donc à voir comment ça va se passer par la suite. Ces 2 enquêteurs-là ont pour mission du coup de trouver ce qui se passe et de l'arrêter. En gros, là je vous ai quand même vraiment résumé le premier tome dans les grandes lignes. Mais en même temps, tout est écrit dans le résumé. Donc. Les dessins sont plutôt sympathiques. Le dessin, moi j'aime bien leur dessin, je trouve que c'est plutôt sympatoche. Je sais pas si vous verrez bien là. Nazu, c'est un geek. Hein. Donc ouais, un premier tome vraiment sympa, moi j'ai bien aimé, à voir après pour la suite. Si c'est comme les 2 autres séries, je crois que c'est 10 tomes. Ouais. Ah non, 10 tomes pour Fortress of Apocalypse et Starving Anonymous, c'était 7 tomes. J'espère juste que, comme je vous disais tout à l'heure, que cette série-là, ce sera un peu mieux que... Ça finira un peu mieux que les 2 autres. Mais ça reste quand même vraiment sympa. J'ai vraiment bien adhéré à ce premier tome. Où ça, ils arrivent très vite à embrancher l'histoire et il se passe déjà des trucs et tout, et ça j'aime bien quand il ne faut pas attendre 107 ans, parce qu'il y a des mangas, des fois il faut attendre 3, 4 tomes, c'est pour ça que souvent quand je vous parle de manga, j'attends toujours d'avoir lu 2 ou 3 tomes, mais là dès le premier, franchement c'était sympa, le deuxième va sortir prochainement, et j'ai hâte de le lire. Et pour la dernière consigne, il fallait lire un thriller dont la couverture rappelle l'hiver, Noël ou les fêtes de fin d'année. Alors dites-vous bien, on va rester dans le contexte que je vous expliquais tout à l'heure.
J'ai lu La mort des neiges que je n'ai pas aimé, j'ai lu Doctor Sleep que je n'ai pas aimé, et derrière, faut rembrayer. Et vous savez tout comme moi que quand vous cumulez les lectures où vous aimez pas, enfin c'est compliqué de raccrocher les wagons. Mais j'ai dit, il faut pas que je lâche, j'ai une palle à tenir pour le Black November, Laurent est têtu, hein. Laurent est têtu. J'y suis allé, donc j'ai lu Nicolas Leclerc avec son titre Le manteau de neige ici au seuil. Donc ici on suit Katia qui a de l'aptophobie, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas que les gens la touchent. On n'a pas le droit de l'approcher, elle a un cercle vital entre guillemets, vous savez son petit cercle de sécurité, il ne faut pas le franchir sinon tout de suite elle a un malaise, elle se sent vraiment pas bien. Il ne faut pas le franchir, il ne faut pas la toucher. On ne sait pas pourquoi, elle continue à avoir constamment des psychologues, des psychiatres avec sa mère Laura qui veut vraiment aider sa fille et trouver la solution à tout ça. Son père va être plus conciliant et son père il va la laisser un peu plus tranquille, mais sa mère va vouloir la surprotéger et elle finit par l'étouffer et elle entre régulièrement en conflit avec sa fille. Et ils apprennent que sa fille a hérité d'une ferme au milieu des bois, donc dans le Haut-Doubs. Et ils ne peuvent pas se séparer de cette ferme parce qu'elle ne pourra en hériter que quand elle sera adulte, donc quand elle sera majeure. Donc du coup en attendant les parents doivent la garder. Donc du coup ils vont y faire un tour. Et ils sont pas trop chauds parce qu'en fait le père l'a quitté quand il était assez jeune parce que ses parents étaient assez rustres, ils vivaient au fond des bois, ils parlaient à personne et tout. Et lui il a voulu quitter tout ça, il a voulu quitter ses parents. En plus l'autre problème qu'il y a, et c'est ce qui va déclencher l'héritage, c'est que son père à ce mec là, alors je sais plus, donc le grand-père de Katia, il vivait avec sa femme, et sa femme en fait elle est catatonique depuis des années, elle est assise sur un siège, elle ne bouge pas. On ne sait pas pourquoi. Elle est complètement atone, vous savez, assise, et elle respire et tout, hein, mais elle parle plus, elle est complètement... elle est plus là, quoi. Jusqu'au jour où, sans savoir pourquoi, cette femme se lève, elle tue son mari. Donc suite à ça, il y a une enquête policière qui se met en route, et du coup, Katia va hériter de la ferme. Donc en gros, voilà pour le résumé. Ils se rendent à la ferme, pardon j'oubliais, ils se rendent à la ferme, et là, Katia commence à voir des fantômes. Elle commence à avoir une ombre qui se balade, elle en parle à sa mère et à son père. Son père est un peu dubitatif et sa mère, elle pense que c'est sa maladie qui évolue en fait. En plus d'être aptophobique, sa fille elle doit commencer à devenir schizophrène, elle commence à avoir des trucs, elle dit il faut que tu reconsultes encore, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et alors est-ce que Katia voit la vérité, est-ce que Katia ment? On va partir là-dessus. Donc c'est le premier roman de Nicolas Leclerc et franchement c'était vraiment sympa. Bon, je l'ai lu dans un contexte un peu particulier, du coup je vous dis avec mes lectures, donc je l'ai peut-être pas apprécié autant que j'aurais voulu, mais malgré tout, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est un roman qui est très cadré, c'est-à-dire que l'auteur part sur un truc, il donne toutes les réponses à la fin, ça tient debout. On est surpris au bout. Moi franchement j'étais sur certains trucs, j'étais assez surpris, je m'y attendais pas. Et franchement, il y a un côté... si vous aimez bien tout ce qui est psychologique, psychiatrique et tout ça, allez-y, franchement, cet aspect-là, il est quand même assez présent, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et non, le malaise, le fait qu'on est dans une ferme, au milieu des bois, au milieu de nulle part, franchement, moi, j'ai super adhéré. Et honnêtement, en plus de la couverture, si vous voulez vraiment apprécier ce roman-là, ça se passe dans les montagnes, mais en hiver. Donc lisez-le en hiver. Moi, je trouve que ça joue beaucoup, parce que moi, je l'ai lu en hiver, et franchement... ça a vraiment rajouté une dimension différente au livre. J'aurais pas grand chose à dire dessus malheureusement. Enfin malheureusement. J'ai bien aimé. Je peux pas trop vous en dire parce que je vais vous dévoiler des choses. Mais vous savez, là je l'ai lu il y a un petit moment déjà et je m'en rappelle de tout. Je trouvais que c'était bien. L'auteur va à l'essentiel. Il arrive à maintenir un certain suspense. Il n'y a pas de longueur. Le livre il fait 350 pages. Ça se bouffe tout seul et ça tient la route du début à la fin. C'était super. Franchement, c'est vrai que là, bizarrement, des fois, j'aurais beaucoup de choses à dire. Et là, mais non, j'ai rien à dire. Il y a même une petite dimension historique dedans qui était vraiment intéressante. Non, j'aurais rien d'autre de plus à dire. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que tout est assez bien vu. La relation avec la mère qui a du mal à communiquer avec la fille. Parce que la fille, elle a sa maladie. Mais elle essaye de faire en sorte de s'en sortir, mais elle n'y arrive pas forcément, elle n'arrive pas à gérer le fait qu'on ne peut pas la toucher, elle ne sait pas de quoi de qu'est-ce. Et sa mère à côté qui insiste, la fille qui en a marre de voir sa mère, qui veut l'emmener voir des psychologues, des psychiatres, elle lui dit mais lâche-moi un peu avec tout ça, lâche-moi. Parce que même à l'école, elle s'est fait moquer d'elle, Katia, tout le temps. Et elle dit à sa mère arrête. Et sa mère, elle le fait pour elle, parce qu'elle supporte plus voir sa fille, elle en souffre aussi. Et toutes les deux souffrent, toutes les deux de leur côté.
Et elles n'arrivent pas à passer outre. Laura à chaque fois va faire sortir sa fille de ses gonds. La fille à chaque fois elle va se détourner de sa mère parce qu'elle ne comprend pas. En fait elles s'aiment toutes les deux mais elles ne savent pas se l'exprimer en fait. J'ai bien aimé ce côté-là à côté, alors que le père est beaucoup plus cool, beaucoup plus tranquille. Et la fille va plus se diriger sur son père. Donc il y avait cette dimension familiale qui était vraiment sympa. L'ambiance autour de la ferme, vous allez voir, il y a des secrets, il y a quelque chose derrière cette ferme. Je trouvais que c'était bien vu. Et ouais, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose de... Jusqu'au bout, c'est maintenu, parce que moi, je trouve que le suspense est vraiment maintenu jusqu'au bout. Ouais, j'aurais rien d'autre à dire. Moi, je trouve que c'était un bon thriller. Alors, c'est pas un coup de cœur ni rien, hein, mais je trouve que pour un premier roman, c'est vachement bien maîtrisé. C'est propre, c'est bien fait, voilà, une bonne lecture. Et pour finir, toujours dans la même catégorie, alors écoutez, il y a une thématique là. On est encore sur une ferme en hiver. Donc ici, c'est La ferme en maléfice de Édouard Brazet. Donc ici, on est un peu dans la même thématique. C'est vrai, en fait, quand j'y repense, maintenant que je vous en parle, là, c'est un peu le même principe. On est au début, quand le roman commence, on est en 1928 en Haute-Provence. Et on va nous relater un meurtre qui s'est passé dans une ferme. La même ferme où 90 ans plus tard, Géraldine hérite d'une de ses tantes qu'elle ne connaissait pas vraiment. Et sa tante lui fait hériter de cette ferme à une seule condition, elle doit vivre dedans, et l'argent qu'elle va toucher en plus de la ferme doit servir à rénover cette ferme. Parce que cette ferme a connu il y a 90 ans un grand malheur. Et sa tante veut qu'en vivant dans cette ferme, elle fasse revivre cette ferme et oublier tout ce qui a pu en faire sa mauvaise réputation. Donc Géraldine, elle est en couple avec Jean-Louis. Elle travaille dans une agence de voyage et Jean-Louis, lui, est cuisinier. Donc Jean-Louis, il rentre à pas d'heure, il fait des heures tout le temps, et il a qu'un rêve, c'est d'ouvrir un jour son propre restaurant. Et à côté de ça, Géraldine, elle travaille dans une agence de voyage qui marche pas vraiment. Parce qu'en fait, elle s'entend super bien avec son patron et tout, mais c'est une petite agence et la concurrence, elle est assez rude, ils n'arrivent pas à faire les mêmes prix sur les voyages, et du coup, des fois, Géraldine, elle va au boulot à la journée, elle voit personne, quoi. Et Géraldine, du coup, apprend non seulement qu'elle a hérité d'une ferme, mais en plus qu'elle est enceinte. Elle en parle à son mari. Alors moi, là, attention, là, on atteint la palme. Il est là où Jean-Louis, son mari, il est là où. Elle lui dit, je suis enceinte. Et lui répond, tu crois que c'est le moment? Excuse-la, la pauvre. Elle est tombée enceinte toute seule. Pouf, d'un seul coup. Et du coup, il commence à lui reprocher tout ça. Géraldine, elle le vit plutôt pas bien, quoi. Et au final, ça se passe plutôt bien. Le lendemain, il se réveille, son mari prend le temps d'y réfléchir. Il dit, ok, pas de souci. Mais c'est un peu chaud, tous les deux. C'est un peu compliqué au niveau de thunes. Avoir un appartement, ils habitent sur, je sais plus quelle ville, ils habitent à Nice. Donc du coup, elle en parle à son mari, et finalement l'idée cogite, ils réfléchissent tous les deux. Ils se disent on peut avoir une maison tous les deux plus ou moins gratuite, parce que du coup ils en héritent. Et lui a l'idée de se dire avec sa femme, alors je sais plus qui propose l'idée, je ne sais plus lequel des deux, et ils se disent on peut faire une maison d'hôtes. Son mari pourra faire à manger puisqu'il est cuisinier, et elle pourra gérer le truc puisqu'elle a travaillé en agence de voyage, donc elle pourrait... Et ils disent c'est le moment d'y aller. Bon, après ils se rendent compte que la ferme est vraiment isolée de tout. C'est la ferme des courlis, parce qu'il y a des courlis, ces oiseaux qui vivent autour de la maison. Et la maison la plus proche, elle a 2 km, et c'est une femme qui tient également une maison d'hôte. Ils y partent. Mais très vite, arrivée là-bas, Géraldine, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle se sent pas bien dans cette maison, elle ne sait pas pourquoi. Elle fait des cauchemars où elle voit des gens se faire tuer. D'ailleurs, je vous précise, la scène au début, c'est assez hard. Quand la famille se fait massacrer justement dans cette ferme 90 ans plus tôt, c'est assez hardos. Et parce que là, au début, les chapitres vont s'alterner entre ce qui se passe il y a 90 ans et aujourd'hui avec Géraldine et Jean-Louis. Et elle trouve ça bizarre, et dès qu'elle se rend en ville ou quoi, ou dans le village à côté, les gens n'osent pas lui parler, ils l'évitent. Et très vite, elle dit il y a quelque chose de chelou avec cette maison, mais elle n'arrive pas à savoir quoi. Voilà pour le début de l'histoire. Moi j'ai vraiment un avis mitigé sur ce livre. Je ne saurais pas, mais c'est compliqué dans le sens où en fait il fait quand même 450 pages. Bon, c'est écrit relativement gros, hein, on va pas se mentir. Mais alors, sur 450 pages, sans mentir, les 200 premières pages, il se passe rien. Enfin, il se passe rien. Il se passe des trucs, on apprend ce qui s'est passé il y a 90 ans, on revient de nos jours. Mais en fait, c'est une sorte, pas tout le roman, mais une grande partie du roman, ça va être une sorte de huis clos, tout se passe à la ferme. Il n'y a pas énormément de personnages. Et il y a cette femme qui est enceinte, et on se demande si elle ne devient pas parano, parce qu'elle trouve que son mari il change, elle trouve que la maison elle est bizarre, elle commence à faire des cauchemars sur ce qui s'est passé 90 ans avant. Il y a un truc de chelou, elle commence à se dire, mais enfin c'est bizarre.
Et je sais pas, il y a quelque chose. Et pourtant, ça se lit tout seul. C'est ça que je comprends pas. C'est que je me faisais la réflexion régulièrement, je me mais c'est pas rien, c'est pas rien. Et je tournais les pages. Et pourtant, quand je ressors mitigé aussi. Parce qu'avec le recul, je me dis que la fin, franchement, celui qui devine la fin, je lui paye des cacahuètes. Hein. Parce que c'est impossible à deviner la fin. Moi, à un moment, il se passe un truc dans le roman vers le. Ouais, plus ou moins vers le milieu ou un peu avant, où ça va commencer à bouger. Mais tout le long du roman, j'étais là, mais il va en venir où en fait? Il va en venir où? Bon, après, moi j'ai dû lire 150 pages une fois et après je me suis mis dedans. Et c'est ça le truc qui est bizarre, c'est que je me suis mis dedans, je l'ai terminé. J'ai dû lire en un soir 350 pages pour savoir le pourquoi du comment. Alors le temps que je l'ai lu, j'ai bien aimé. Mais je sais encore la fin aujourd'hui. Je suis pas sûr que dans un an, je me souviendrai encore de la fin. C'est un roman que je ne relirai pas. Pourtant, ça se bouffe. Les chapitres ne sont pas très très longs. Les parties sont divisées en mois, donc au fur et à mesure du temps. Alors je sais plus, ça commence à quelle période. Ça commence en février, donc on va suivre plus ou moins tous les mois quand la femme elle est enceinte et tout quoi. Mais ouais, après il y a une certaine ambiance qui est là quand même, parce que moi j'ai bien aimé cette suspicion, cette femme qui va finir. En plus son mari va commencer un peu à devenir bizarre, donc il va mal parler parce que ah oui il faut. Je vous préviens d'avance, le mari il faut voir comment il parle à sa femme. Moi ça m'a gonflé royalement. Mais après, tu te dis, c'est quoi? C'est la femme, ce qu'elle voit qui fait que. Elle se fait un film dans sa tête, elle croit voir des choses qu'elle voit pas, genre le mari qui change, est-ce que c'est pas elle qui pense ça? Enfin, c'est assez bizarre à expliquer. Il y a quand même cette idée, quand même un peu de faux semblant aussi entre les gens, ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont vraiment. Je trouve qu'il y avait vraiment un peu cette thématique-là qui était abordée. Et ce que je trouve bizarre, c'est que moi je l'aurais classé en thriller domestique, parce que tout se passe à la ferme, mais il n'y a pas vraiment de meurtre à part au début. Et j'ai été voir sur internet, alors je crois que c'est sur Livre Addict, et il classe en contemporain. Pour moi, c'est clairement pas contemporain. Je sais pas. Après, je sais pas, moi j'aurais mis thriller domestique, je sais pas. Parce qu'il y a le meurtre à la ferme au début, et après, on repart sur autre chose, mais on reste dans cette ferme où il y a des secrets, où on suit le quotidien de ce couple qui emménage ici. Juste que je vous redis que le meurtre du début, c'est assez ardos, parce qu'il y a quand même de la mort d'enfants. Donc on explique un peu comment que ça s'est passé. Donc si vous êtes assez sensible sur ce genre de sujet, ben, évitez d'y aller parce que moi je m'y attendais pas. Ça dure même pas une page je crois, mais bon je sais qu'il y en a, il leur faut pas grand chose et je comprends totalement. Mais après, vous voyez, je sais même pas si je pourrais vous le conseiller en fait. Parce que ouais, je sais pas. Moi j'ai aimé, mais je trouvais que c'était loin à démarrer. J'ai trouvé que la résolution finale, ouais, ça tient la route parce qu'après une fois que le déroulement des choses se fait, on commence pas. Je dirais pas qu'on devine, mais on sent qu'il y a un truc. À un moment, tu te dis ça pue. Là, il se passe un truc, c'est bizarre. Mais jusqu'à la fin, où moi, j'aurais pas deviné. Ouais, quand j'y repense, je sais pas, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux quand même la fin. Après, le but d'un policier, c'est quand même de surprendre, je sais pas. Bah écoutez, si ça vous intéresse, je sais pas s'il est sorti en poche. Moi, j'avais trouvé ça à Emmaüs. Et si c'est l'édition Françoisière, je sais pas. Essayer après, c'est pas non plus transcendant. Mais j'ai passé malgré tout un bon moment. Puis après, vous voyez, avec les lectures mauvaises que j'avais, je trouve que celui-là est plutôt bien passé. C'est celui-là qui a un peu plus souffert parce qu'au final, c'est dommage. Hein. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas grand-chose à vous en dire parce qu'il est passé après 2 mauvaises lectures et que j'ai eu du mal à rembrayer. Et vous saurez, petit spoiler pour le prochain bilan lecture, hein, vous saurez que la suite n'est pas mieux. Hein. En ce moment, je ne sais pas ce que je fais. Soit je sais pas acheter et choisir mes lectures. Donc, et acheter des mauvais livres pour moi. Il y a un sérieux problème, ça commence d'ailleurs à sérieusement me gonfler. Parce que écoutez, la lecture en ce moment, c'est pas vraiment un plaisir de dingue. Mais bon. Enfin, sur ce, moi je vais vous laisser. En attendant, je remercie encore Séverine pour son initiative pour ce Black November. Moi, tous les ans, c'est un plaisir de lire du thriller. Et même si la deuxième partie était plus chaotique, la première, j'ai passé vraiment un excellent moment. Retenez quand même ce titre-là, qui est vraiment, vraiment sympa. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc un bilan qui est très très mitigé. Mais bon, voilà, comme je dirais, hein, ce serait le rêve de tout lecteur de ne tomber que sur des bonnes lectures. Vous imaginez si on lisait que des coups de cœur, le bonheur. Mais à la fin, on saurait plus les apprécier à leur juste valeur. Enfin bref. Bon ben moi sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à plus tard, salut.